sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Elos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo interview. Une interview de notre ami Yodin, artiste de son état, puisque vous avez vu, hein, derrière, c'est son diorama. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo, et là maintenant, on va faire un truc un peu sympa. On va faire la première partie de l'interview, la toute première partie, puisqu'en fait, il y aura deux parties. Une partie avec l'interview et les étapes de la conception du diorama. Il dévoilera pas tous ses secrets non plus, mais une bonne partie. Donc première partie, la première partie de l'interview, puis ensuite, tout simplement, on va s'intéresser aux étapes du diorama que je commenterai, donc des photos que je commenterai au fur et à mesure. Voilà les amis, allez, on y va, c'est parti, place pour l'interview. Et coucou à tous, c'est Elos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis pas tout seul. Alors vous avez vu, la semaine dernière, on a fait déjà la vidéo sur le diorama, du coup, de Yodin, de Lionel. Et aujourd'hui, du coup, on est avec lui. En fait, hein, c'est la suite de la vidéo du diorama. Et tout simplement, on est très ravis de venir chez toi et de voir ton atelier, vraiment. C'est un vrai kiff de venir ici. Et écoutez, je suis honnête avec vous. Ça fait 2 heures qu'on discute, voire 2h30 qu'on discute, et on voit pas le temps passer, et c'est sincère. Donc du coup, moi j'ai mon petit pense-bête pour lui poser quelques questions, et je voulais profiter de cette visite du côté de chez lui. On est à 2h, 2h30 de route de l'un de l'autre à peu près. Ouais. À peu près. Donc du coup je viens pas quand même tous les jours, donc c'est la première fois qu'on se rencontrait, mais on se connaît quand même depuis quelques années maintenant sur les groupes. Donc je vais te demander juste de te présenter à notre public. Ah. Alors la présentation c'est très simple, juste nous dire voilà ton âge, ton prénom. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Lionel Fernandez, on a 47 ans. C'est récent en plus, hein, ça a du 15 novembre, tu vois. Donc, bon anniversaire. 47 bon anniversaire. Pas 47 trop plus, tu vois. Un 47 tout frais et ma foi, moi je bosse à Menton, je vis à Menton, je suis né à Menton. Davy a pu voir d'ailleurs que c'est un joli coin. C'est très beau. Entre montagne et mer, ça fait. Je vous montrerai juste une petite photo de là où les montagnes. Voilà, vous allez voir montagne-mer. On a 0 au niveau de la mer, on a 1100 avec les montagnes, tout ça en 20 minutes de route. En gros, c'est ça, tu sais. Exactement. 20-25 minutes, et puis pour le reste, pseudonyme Yodin, voilà. Et voilà. Donc tous les décors qui sont associés, les travaux de création, dont vient de bénéficier Davy, qui est juste là d'ailleurs. Exactement, il est juste ici. Et vous l'avez vu déjà la semaine dernière, puisque j'ai déjà fait la vidéo dessus. Alors là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, bien sûr la vidéo n'est pas encore faite, mais c'est la magie du coup des vidéos YouTube, puisque vous avez déjà eu la présentation et vous avez vu à quel point c'était superbe. Alors, déjà, ce diorama là, on avait mis. Ça fait combien de temps qu'on a ce projet là? Ça fait un petit moment maintenant? Et ça remonte à. Moi, d'après ce que j'ai dans mes archives, ça remonte à janvier ou février dernier. Ouais. On avait parlé une bonne année facilement. On avait commencé à discuter effectivement sur un diorama Asgard. Vous savez à quel point j'aime Asgard. Je ne vais pas parler pour Lionel parce que il nous dira après ce qu'il pense d'Asgard. Mais Asgard, c'est voilà, donc on voulait le mettre à côté. Et puis là derrière, vous avez vu, je vous mettrai en fin de vidéo toutes les photos que j'ai prises chez lui de ses décors, qui sont magnifiques. Et moi je l'avais découvert avec un diorama Asgard, je t'avais dit d'ailleurs. Ouais. Mais le Poséidon, quand je l'ai monté tout autour de moi, on m'a dit mais c'est qui cet extraterrestre? Qui c'est ce type qui fait des décors comme ça? C'est extraordinaire. Et j'ai la chance maintenant d'en avoir un chez moi et vous avez pu le découvrir la semaine dernière, donc je suis ravi. Pour la présentation, ok, mais alors moi j'ai quand même une question à te poser. Mais d'où viens-tu? Mais quel extraterrestre tu es? D'où tu viens? Parce que sans vouloir te flatter ou quoi que ce soit, niveau diorama c'est extraordinaire ce que tu fais quand même. En fait ça vient surtout de... Le diorama chez moi c'est une extension en fait, du travail. Je t'ai pas montré les planches, je te les montre après si tu as besoin de les intégrer. En vidéo ça vient surtout du dessin. C'est-à-dire qu'à la base je viens de... J'ai 47 balais comme je disais tout à l'heure. J'ai commencé à dessiner, j'avais, sans te mentir, de mémoire j'avais 5 ou 6 ans, je m'amusais à faire des plans. Quand tu vois, c'est assez amusant quand même, hein, parce qu'il y a deux choses qui vont se recouper. Je m'amusais à faire des plans de maison. D'accord. De plans de maison, j'étais tombé sur on en parlait récemment d'ailleurs avec un ami du squad,
je suis tombé sur un système de chauffage en fait, qui est utilisé en Norvège. Moi j'étais minot, j'étais comme ça, je ne le savais pas. Hein. D'accord. Et à l'époque, ma mère, elle recevait des étudiants qui venaient, donc c'était, je crois que c'était les écoles EF à l'époque. Et donc c'est des nénettes qui venaient souvent de Norvège ou d'Allemagne, beaucoup de pays du Nord, donc qui venaient étudier la langue française ici, dans le sud-est, et pas que d'ailleurs. Mais type de langue, mais ça c'est une autre histoire. Mais le truc étant, c'est que souvent leurs parents en fin de séjour venaient. Et donc ils faisaient la connaissance de la famille qui avait reçu, donc des enfants. Et un jour, on a une jeune Allemande qui était venue et qui était, dont le père était architecte. Et elle voit les dessins et elle me dit, oh, ça va intéresser mon papa. Pour tout ça en franco-allemand, je veux dire. D'accord. Son papa arrive, il était à la place de la caméra d'ailleurs. Et il regarde les plans, un peu surpris, puis il me dit, tu sais, il m'explique ça avec un allemand teinté de français, enfin bon bref, on s'est compris quand même, hein, je veux dire. Mais il m'explique en fait que c'est un système de chauffage norvégien. Moi, je le regarde un peu surpris comme un gosse, je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai trouvé, tout content, tu sais, ouais. je me sens plus pissé, quoi, tu vois. Et en fait, comment dire, le gars alors c'est un petit geste qu'il avait fait à l'époque, avec le recul quand t'es adulte, tu comprends, il m'avait racheté les 2 plans d'1 franc. Donc moi j'étais au paradis, il m'avait racheté les 2 plans d'1 franc, enfin chaque plan d'10 francs, il y en avait 2. D'accord. Donc ça c'était quand je m'étais intéressé à ce domaine, enfin cette dimension du dessin technique. Et puis sur le coup des 7-8 ans, alors je me sers beaucoup des mathématiques quand je travaille, hein, forcément des coupes, bref, de l'algèbre, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais un esprit qui était peut-être plus fantaisiste et qui avait besoin en fait de graphisme, d'image, de graphisme. Donc du coup, ce qui était du domaine du dessin technique, l'architecture en fait, ouais. Voilà, ouais. je m'en suis éloigné. D'accord. Où j'ai cru m'en éloigner, tu vois, ça va revenir en fait à ce que tu demandais par rapport au diorama. J'ai commencé à travailler donc la bande dessinée parce que fascinant, hein, Torgal, toutes ces influences-là. Ouais. Dans un autre registre, Astérix, j'ai toujours trouvé avec Tintin. Ouais. C'est divin, ça, tu vois. Et j'ai commencé à développer donc les techniques de peinture, de dessin. Donc je les ai travaillées assez tôt. Donc on va se recadrer un peu quand même. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ouais. Ça se passait dans les années 80-90. On n'avait pas Internet. Donc quand il fallait apprendre quelque chose, et ça explique pourquoi je fais tout à la main, ou essentiellement tout à la main dans mes dioramas, voire dans le tien, tu vois. Quand on voulait apprendre quelque chose, il fallait chercher, trouver des bouquins, réfléchir, observer. Il n'y avait pas de tuto YouTube, quoi. Il n'y a pas de tuto YouTube, voilà. Il fallait voir, il fallait rencontrer des gens. Ok. D'où l'intérêt d'avoir fait des expositions avec un ami à moi. Je faisais de la bande dessinée à très bon niveau aussi. L'intérêt d'aller sur place, voir de véritables dessinateurs et de leur montrer les travaux qui étaient en cours. Puis bon, quand tu as affaire à des professionnels, les mecs te disent tiens, ça va pas, ça va. Et c'est extrêmement formateur parce qu'à l'âge de 16 ans, par exemple, tu vois, moi j'ai eu la chance de rencontrer un scénariste très connu par le biais de mon ancien professeur de français, un type adorable qui était fan de bande dessinée, de littérature classique et de littérature fantastique, tu vois, franco-américaine ou autre. J'ai un mec qui n'avait pas de filtre par rapport à ça. Lui, si ça avait laissé des qualités, c'était qualité. Et ce mec-là, en fait, a vu mes bandes dessinées et la première chose qu'il m'a dit, tu as quel âge? À l'époque, j'avais 16-17 ans, tu vois. Et donc des planches, après, je te les passerai comme ça si tu veux. Avec plaisir, ouais, avec plaisir. Et donc il prend mes planches, le type a passé 3 quarts d'heure à les regarder, tu vois. Ça se passait en plus au Bahut, où j'étais au lycée, tu vois, à Clermont-Lest, c'est-à-dire à une demi-heure d'ici. Très méticuleux le gars, tu vois. Puis au bout d'une demi-heure, il m'est arrivé un truc, si tu veux, je pense qu'il en ferait pleurer beaucoup aujourd'hui, tu sais, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on l'a pour un peu dur une fois, tu vois. Ouais. Il m'a dit, écoute, il me dit, tu as un niveau en dessin, il m'a dit, c'est un mec de 30 ans, quoi. Je te raconte pas, Lego il a fait ça. Ouais, de coup, ouais. Je savais plus où j'étais, c'était comme le coup des 20 francs, tu vois, comme j'étais. Ouais. Sauf que là, si tu veux, la chute, tu vois, elle était un peu moins ragoûtante. Il me dit, écoute, par contre, je te conseille d'arrêter la bande dessinée. Moi, je le regarde. Et tu vois, il y a toujours un lien avec le diorama. Ouais, bien sûr. Et je regarde un peu surpris quand même, ça faisait quand même 4-5 ans que je bossais à fond la BD, les planches, les mises en scène, vraiment. Il me dit, écoute, j'ai remarqué un truc, il me dit dans tes illustrations, il me dit, dès que tu as de grosses vignettes, de grosses mises en scène, elles sont extrêmement travaillées, elles sont extrêmement riches graphiquement. Il me dit en fait t'es fait pour l'illustration, t'es pas fait pour la BD. D'accord. Moi je le regarde, je prends une secousse quand même, tu vois. Je dirais à un mec aujourd'hui, tu sais, ne fais pas arrête le diorama parce que soit t'es un branleur, soit tu t'y prends mal. Bien sûr. Et ça partirait en larmoyage. Aujourd'hui ça c'est plus compliqué. À l'époque c'était plus à l'ancienne, donc t'es devant, le fait accompli avec tes tripes parce que tu le sens dans le ventre. Ouais, bien sûr. Correct, tu vois. Bien sûr. Et en fin de compte, ce mec-là m'a rendu un service génial parce qu'il connaissait son métier, je veux dire, il avait travaillé avec de grands dessinateurs. Il a eu raison parce que c'est ce qui m'a permis en fait de me concentrer donc, sur des mises en scène. Donc on en vient au domaine de l'illustration, même s'il est en 3D, quel que soit le support, quelle que soit la licence, hein, pour ainsi dire. Mais moi j'ai pris le parti pris de Saint Seiya, je pourrais faire toutes les licences que je veux en réalité. La seule qui m'intéresse, si tu veux, c'est celle-là.
Mais oui. Celle-là, c'est le maître de l'univers que je suis en train de Ouais, développer. bien sûr, ce que j'ai vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce que tu apprends ce genre de rencontre, c'est que quand tu as une technique, je vais préciser un truc quand même, à toute fin utile, mais quand tu. Une chose à préciser à toute fin utile, c'est une chose que j'ai apprise avec beaucoup de dessinateurs. Je l'avais compris hein, en étant jeune, m'a été confirmé par des dessinateurs, et c'est intéressant pour les gens qui font du diorama aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que si tu fais tel style, t'es pas capable d'en faire un autre. C'est une erreur de. C'est une erreur de maturité de penser ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un véritable dessinateur, je prends l'exemple pour un dessinateur, mais c'est valable pour n'importe quel artiste plastique. Hein. Un véritable dessinateur, tu vas lui présenter un motif ou un élément, ou un type d'anatomie, un animal ou quoi, il ne sait pas forcément le dessiner. C'est pas vrai. Par contre, ce qu'il sait faire, c'est décomposer et restructurer. Il sait comprendre comment ça fonctionne, il sait le démanteler, c'est d'ailleurs la base du croquis, savoir tracer les lignes directrices, les lignes de force, hein, comme on les appelle. Il sait travailler à partir de ça et reconstruire derrière. En fait, il a l'œil qui comprend vite. Ça veut pas dire qu'il sait forcément le faire, mais il sait très vite comprendre comment le structurer et le refaire plus tard. D'accord. Ça, c'est très important à comprendre parce que du coup, ça permet d'expliquer aussi le travail du diorama. Pourquoi j'en suis venu au travail du diorama? Pour une raison toute con. Hein. Ça s'est passé en 2010 quand on était. À l'époque, il y avait MADS, donc le forum, Oui. avec l'association qui en a été issue. Donc à l'époque, il dépendait du forum. Et si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, donc Tony, c'est-à-dire Bebop, non, il va se reconnaître. Et si tu te reconnais, Tony Anthony, Anthony, c'est faisait sur diorama. Voilà. Ok, d'accord, ça va. Et un petit coucou à vous dire. Et la famille. Donc. Et ce qui s'est passé, c'est que il me pressait quand même pour faire du diorama parce qu'il savait que potentiellement ça pouvait aller. Hein. Donc, et puis moi j'étais parti dans mon mode d'exposition, comme tu le vois là d'ailleurs. Ouais. C'est Je vous montrerai du coup hein, les photos en fin de vidéo. Vous verrez, il y aura un peu toutes les photos des mises en scène de Lionel. Alors ça, j'avais mis sur Venilia pour avoir quelque chose d'élégant. Et puis, alors il est encore sur Venilia parce que j'ai pas encore fait tous les décors pour moi. Voilà, c'est ça. Mais le truc étant, c'est que je me suis dit, bon allez, on va se lancer sur un truc. Parce que j'avais vu des dioramas, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant graphiquement. Je dis bien graphiquement, parce qu'il peut y avoir une dimension graphique au diorama, c'est pas simplement des volumes et des textures, hein. Il n'y a pas que ça. On le voit avec celui-ci. Il y a des couleurs, des ombres, des lumières, ce genre de choses. On peut envisager ça comme une illustration. On en revient encore plus de ce dont je te parlais tout à l'heure. Et donc je me suis foutu là-dessus, j'ai commencé par un Asgard, qui a beaucoup plu, que j'avais élaboré de la même façon que j'élaborais un dessin, hein, c'est-à-dire avec un emplacement pour des personnages, une mise en scène en fait, hein, des couleurs types, et puis après ça s'est plus ou moins amélioré. Alors pendant longtemps, j'ai évité d'utiliser les techniques que j'avais en peinture sur les dioramas parce que je partais du principe que ça devait rester un élément relativement simple, je dis bien, relativement simple, qui ne prenne pas le pas sur la colorimétrie ou sur le design des figurines elles-mêmes. Et puis avec le temps, j'ai commencé à m'en foutre complètement, c'est-à-dire que c'est naturel qui t'avais peur que le côté diorama éclipse la figurine. C'est-à-dire que tu prends l'exemple du Poséidon qui derrière, qui est riche en couleurs, en éclairage ou autre, je me dis peut-être que ça fait un peu trop, c'est too much. Puis avec le temps, je me suis dit, bon, finalement, on va quand même continuer, on va laisser faire le naturel. Ouais. Et tu vois, le naturel, il revient généralement plus vite qu'un cheval au galop, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est que je suis reparti à retravailler les teintes comme je l'ai fait en illustration. Donc en fait, tout ça, ça fait une. J'ai développé tout ça depuis parce que ça fait une boucle. Tu vois. Ça fait une boucle entre le principe de l'architecture qui m'a énormément servi pour le poser qui est derrière. Tout est ouvragé main pour le coup, donc tout est calibré à la main, les têtes de colonnes corinthiennes, les angles, les axes, nombre de choses qui pourraient échapper. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance des techniques, ce qui est légitime hein, d'ailleurs. Bien sûr. Mais qui ne doit pas échapper à quelqu'un qui veut développer la technique. Tu vois, c'est une question de priorité. Quoi. Mais et tout ça, ça m'a servi en fait, et ça va me servir encore pour d'autres projets qui sont pas forcément liés à Saint-Céa. Il y a un château. Ouais, je vois. Alors, c'est des choses que moi je vous montrerai pas pour le coup. Château des Ombres. Bon, alors je vais vous le montrer en fin de vidéo. Mais il y a des choses qui sont en cours et que je vais pas vous montrer parce que tout simplement c'est pour des commandes. C'est pour des amis. C'est pour des amis. Hein. Donc c'est pour des amis, donc on va pas. Et qui veulent garder la chose secrète, comme toi tu voulais garder le tien secret. Ah ouais, le mien il a été très 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 secret puisque je voulais pas que tu le montres. Alors je voulais pas que tu le montres parce que je voulais me garder la surprise surtout. Je comprends. Parce que comme tu parlais de tes 47 ans, vous savez qu'il y a quelques jours j'ai eu 40 ans, donc c'est mon cadeau de mes 40 ans. Voilà. Et c'est un très beau cadeau que tu m'as fait. Voilà, un très beau travail qu'on a fait ensemble parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne le vois pas, ce qu'on a fait avec Lionel, ce que j'ai pu faire aussi avec Franck Russo, que tu connais, avec Franck, c'était pas de la commande, c'était du travail, voilà, on a vraiment une collaboration. Voilà, je vois ça comme une collaboration. Oui, ça a commencé par un travail de composition. Ouais. Déjà, parce que la première chose, c'est ça, c'est une chose que je vais faire moi, mais qui est destinée à des vies. Donc il faut comprendre, il faut que moi j'arrive à l'expliquer, ce que je suis en mesure de faire
qu'il faut faire pour éviter d'être emmerdé au niveau de l'exposition. Il faut que je comprenne ce que lui veut au niveau de l'exposition. Donc c'est une interaction. Oui, et vous avez vu sur la première vidéo, je vous ai mis des photos de la conception, donc du tout début, des croquis, jusqu'à la fin. Voilà, parce que dans la première vidéo, hein, voilà, tu l'as peut-être pas, tu l'as pas encore vu parce que du coup, quand on tourne l'interview, elle n'est pas encore sortie. Mais par contre, effectivement, il y a donc vraiment du début, ce qu'on a vraiment conçu tous les deux, jusqu'à la fin, jusqu'au photo, la photo finale où je suis arrivé ici sous un drap. J'ai pas pu voir ce que c'était, hein, le drap qui est en dessous. Le drap satiné. Donc merci beaucoup. Ça veut dire vraiment là, je comprends mieux enfin voilà, ton évolution là-dedans. Je pense qu'on pourrait en parler des jours. On pourra en parler des jours. Moi, je vais te poser une question qui me tient à cœur aussi. C'est qu'est-ce que tu préfères dans ta passion de diorameur? Moi, j'ai marqué travail, mais je vais plutôt parler de passion de diorameur. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Il y a une chose qui me plaît énormément. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a le travail esthétique, le travail de la beauté, le travail de. Là, ça, c'est une satisfaction enfantine, tu vois, de pouvoir ressortir quelque chose que tu avais dans l'esprit. Tout à l'heure, je parlais du Château des Ombres. Oui. On est pas mal, je pense, hein, à avoir connu ce Château des Ombres dans cette grosse boîte. Tu étais diorameur, tu arrives à 47 balais et tu peux te fabriquer tes jouets. Alors ça, c'est la partie vraiment très enfantine de la chose. Hein. Après, ce qui me plaît énormément dans le travail de diorama, c'est que il y a un principe d'immersion. Quand on travaille dans quelque chose, de mon point de vue, en tout cas dans ma façon de travailler, je ne suis pas à 3 mètres. Je suis à 3 mètres quand je regarde l'ensemble, quand je regarde les lumières, quand je regarde la colorisation, puisque finalement c'est ce qui va relever les volumes du diorama. Mais souvent quand je travaille, je me rapproche énormément du diorama pour être en immersion. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage qui va être exposé? Comment moi je vois la chose? Alors ça c'est pour la dimension technique du diorama. Après dans le diorama à proprement parler, si tu parles de diorama qui reste pas chez toi, tu parles de personnes avec qui tu es en contact. Et donc à partir de là, ce qui est extrêmement important, c'est que tu as la notion d'échange. Alors c'est très téléphoné ce que je dis, la notion d'échange, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a la découverte des personnalités qu'il y a derrière. Oui. Ça c'est extrêmement intéressant. La découverte des personnalités, de personnes qui veulent apprendre. Petit coucou à Disciple, il va se reconnaître. Nicolas, tout simplement. Ah oui, ça va, ça je connais alors. Voilà. Et les échanges avec la squad. Coucou à la squad. Coucou la squad. Dans son intégralité, voilà, ce genre de choses, les rencontres comme en ce moment par exemple, après on va aller se taper une pizza ou un truc à bouffer. Exactement, ça, c'est une bière. En fait, mais ça c'est plus seulement le cadre du diorama, c'est le cadre de la création qui est en fait c'est de l'ordre de la transmission. Et si pour répondre à ta question, si je devais simplifier après ces circonvolutions, moi ce qui m'intéresse c'est la transmission. Si je fais un travail artistique par exemple que je me plais à l'expliquer, parce que j'aime bien expliquer ce que je fais dans une moindre mesure, hein, mais j'aime bien l'expliquer. Souvent quand j'ai quelqu'un à la maison, c'est parce que ce qui est important pour moi c'est la transmission. C'est une chose justement qui se perd. J'atteste du fait que c'est une chose qui se perd parce qu'on numérise beaucoup les choses, on synthétise même la pensée, mais l'humain ne fonctionne pas comme ça. L'humain fonctionne en transmission, c'est-à-dire que l'humain il a besoin de contact physique avec la matière, il a besoin de contact réel avec la personne. Tout ça c'est pas une abstraction. Tu penses que par exemple pour ton travail que tu as fait pour moi, tu penses que c'est un diorama qui me ressemble? Tu penses que c'est un diorama, comme on a échangé beaucoup ensemble? Forcément, puisque au niveau de la mise en scène, de la façon de synthétiser, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la mise en scène, la façon de l'envisager, ça t'appartient à toi, ça. Puisque c'est chez toi que ça va être. C'est exactement là où je voulais. Je t'ai mené là exactement où je voulais venir. C'est que ce diorama, c'est totalement. Ça me ressemble à toi, à moi. Bien sûr, à la base, il va venir chez moi, donc il vient chez moi, donc automatiquement, c'est très important. Mais je me suis retrouvé totalement, et c'est pour ça que j'ai gardé ça un peu en moi tout à l'heure quand tu m'as présenté le diorama, parce que je voulais que ça se ressorte dans la vidéo. Tu sais que je suis quelqu'un de spontané. C'est ce que j'ai ressenti. C'était mon diorama. Il est encore chez Lionel, mais pourtant il était déjà à moi quand le drap s'est levé. Et j'ai été très, et comme j'expliquais à Lionel tout à l'heure, j'ai deux choses qui m'ont mis dans des états comme ça. C'est le diorama, trois, je vais être honnête avec vous. Le premier diorama que m'a fait Franck Russo de l'atelier d'Aldébaran, le tout premier décor que m'avait fait Franck, c'était un Asgard aussi. Et c'était un Asgard assez grand, et il m'avait mis, j'avais été vraiment très content de mettre mes classiques Asgard dessus. Il y a bien sûr la statue de Tsume de Shiryu, que malheureusement je n'ai pas pu garder par rapport à mon histoire personnelle, c'est encore autre chose, mais malheureusement c'était une statue qui coûtait très cher, donc il a fallu que je la... Et celle-ci m'avait mis quand même les larmes aux yeux, il faut être honnête. Et aujourd'hui ton décor qui aujourd'hui,
Bah, c'est pour moi le summum de ce que je peux mettre dans ma vitrine et pour mettre en valeur mes chevaliers préférés qui sont les chevaliers d'Asgard. Et puis ça fait longtemps que tu l'attends. Oui, mais t'as été quand même très bon en termes de délai puisque quand même je lui ai mis un peu, je l'ai un peu du coup dit que ce serait cool que ce soit à cette période-là et c'était cool de ta part de voilà que t'aies pu prendre le temps. Je sais que t'avais quand même d'autres. Si c'était faisable. Voilà. Je t'avais dit si c'est faisable, on le fait. On était plutôt serré au niveau délai, mais on y arrive. Donc c'est cool. Je crois 2 jours avant ton anniversaire, qui était le 9. Bon anniversaire à Davy, si vous ne l'avez pas souhaité. Attention, si vous ne l'avez pas souhaité, on commente et on like. Alors, maintenant on va repartir, alors du Warhammer, ok. Maintenant on va partir un peu du côté Senseiya, parce que c'est quand même une chaîne Senseiya. Oui. Depuis quand tu connais Senseiya alors? Comme nous tous, le Club Dorothée ou... Ouais, ah oui, ok. Mom direct, premier épisode. Alors, j'avais plein de critiques, hein, on va être honnête. Au niveau des premiers épisodes, je me disais qu'il y avait quelque chose en potentialité là-dedans. Ouais. Des personnages, parce que l'idée de base est fabuleuse. Hein. D'autant qu'elle vient d'un japonais. Je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça extraordinairement génial. Qu'un japonais, c'est un type qui ne vient pas de notre culture, qui n'est pas de notre mythologie, c'est celui qui la remet en valeur. Oui. Il y a des pieds de nez comme ça du ciel, des fois qui sont fabuleux. C'est vrai. Je trouve ça extraordinaire. Ça. C'est vrai. Et je vois ça, je me dis putain, quand même. Alors, la première pensée qui me vient, c'est Constellation de Pégase. Je commence à penser aux 12 constellations qui composent quand même le zodiaque européen. Et je me dis putain, peut-être qu'on va y venir. Donc, c'est la suite de l'histoire. Oui. Et j'ai accroché rapidement dessus parce que le principe d'avoir un animal totem, bon, ça marche encore aujourd'hui avec certaines idéologies malheureusement, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est porteur. Le fait d'avoir des gars comme ça qui fassent appel à une espèce de force intérieure qui peut faire que forcément arriver à un enfant en bon état. Un enfant en bon état, il sent qu'il a quelque chose à l'intérieur. Il sent qu'il a quelque chose à l'intérieur et il a envie de le manifester. Et donc ça fait écho à ce qu'est la nature même de l'enfance, au sens noble du terme. Je veux dire, je parle pas d'infantilisme, je parle vraiment d'enfance. Oui, bien sûr. Ça fait écho à ça. Et puis il y a la dimension graphique. Quand tu vas arriver, d'où l'affection particulière que j'ai pour les early claws, qu'on appelle aussi les V1 des fois, c'est une espèce d'armure totem. Ouais. La gueule du dragon sur la tête. Oui, c'est vrai. La gueule du cheval sur la tête. Ce qu'on perd après avec le V2 et le V3, hein, je suis d'accord. Ces personnages-là, ils deviennent en fait l'animal ou le personnage qui est leur symbole mythologique. Chose qui fait qu'on t'a dit venir après, que j'adore Asgard. Et oui, on va venir après. D'accord. Mais disons que ça a commencé par ça pour Senseiya, j'ai commencé à suivre dès le départ. Dès qu'on a commencé à mettre les doigts dans le roi Cheval du Nord, j'ai commencé à l'apprécier. Même si c'était un procédé quand même scénaristiquement qui est assez connu. Oui. Le fait d'avoir un double, une ombre, l'autre en anglais d'ailleurs, hein, c'est le jeu des ombres. Oui, c'est vrai. L'envers du décor pour ainsi dire l'autre face. Ce qui est bien vu aussi, parce que c'est l'autre face de l'humain, quelque part c'est pertinent, quoi, je veux dire. Bien sûr. Mais et puis quand on a commencé à attaquer les chevaliers d'argent, on se dit tiens, on monte un peu en. L'épisode d'Argol, je sais pas si toi ça moi ça m'a beaucoup. J'allais t'en parler. L'épisode d'Argol est absolument. Voilà, on commence à attaquer des trucs vraiment. Je pense que c'est cet épisode. Alors moi, c'est l'épisode avec le dragon noir que ça a commencé déjà à me dire oh tiens, c'est quand même assez sanglant, c'est quand même assez violent, c'est une espèce de violence, mais en même temps bien écrite. Et Argol. Ouais, Argol, moi c'est le début. Argol qui reste. En plus de ça, qui reste quand même un des chevaliers d'argent les plus puissants. Ouais. En tout cas, à ce stade de la charismatique aussi. Ouais, je suis d'accord. Extrêmement dangereux, extrêmement assez vil quand même. En fait, l'état d'esprit de ce personnage correspond au signe qu'il porte. La Gorgone, elle n'était pas connue pour son empathie, hein, je veux dire. Non. Elle était là pour absorber l'énergie des autres et en faire des pierres. C'est ça. Et littéralement, c'est l'impression que donne Argol. Chose que je trouve fabuleuse. D'ailleurs, tout à l'heure à l'instant, je parlais pas du génie graphique de Kurumada, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'a pas un génie graphique extraordinaire, mais son génie narratif. L'idée de base qui consiste en fait à faire en sorte que les personnages soient presque, je ne vais pas dire possédés, mais qu'ils soient en adéquation avec le signe qu'ils représentent. Je suis d'accord. La colère du dragon, c'est significatif. Le point de Pégase, tu peux l'assimiler à un sabot. Franchement, la gueule, t'as compris. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, les chaînes d'Andromède. Les chaînes d'Andromède, tout ça est bien. Le phénix qui est en feu. Ça se sent dans le caractère. Toutes ces choses-là reviennent bien, elles sont bien travaillées. Argol, donc du coup, il est froid. Il est d'une froideur presque. Ouais, il est froid. Et ça revient à la pierre de base. Ouais. Il est minéral, il est statique, il bouge pas à l'intérieur. Quand il minéralise ces 3 gamins là, sous les yeux d'Aïe. Ouais. Bon, c'est bien. C'est de l'ajout. Alors, c'est effectivement alors, Argol a été accentué en plus dans l'animé par rapport au manga, bien entendu. Dans le manga, ils ont forcé le trait encore plus, mais c'est encore plus beau. C'est là que peut-être il peut y avoir des reproches à faire à l'animé en termes d'adaptation. Là, pour le coup, de forcer le trait à ce niveau-là,
Oh, l'animé a rajouté des trucs quand même super sympas. Hein. Oui, C'est vrai mais que- c'est là qu'il y a des élites qui sont un peu particulières, oui, merde, c'est vrai. des histoires d'époque, ce genre de trucs. Ouais. Mais disons que. Ils se sont un peu perdus des fois, oui, ouais, ils sont un peu perdus des fois au niveau. Oui, mais ça, c'est le principe du scénario qui n'est pas écrit à l'avance. Exactement. C'est que l'animé avait rattrapé le manga et que le manga. Alors Masami Kurumada, effectivement, le style graphique, t'en venais tout à l'heure, effectivement, il est ce qu'il est. Mais par contre, niveau scénario, niveau mise en scène, moi je trouve ça génial. Hein. Et niveau idée, parce que c'est pas forcément. Soyons honnêtes, c'est pas très bien dessiné. Ouais. Par contre, c'est bien pensé. Et par contre, alors là, du coup, on va dire la suite, sans faire exprès, on y est allé. On y est allé dessus. Ouais. Manga ou animé? Ça dépend. Pour toi, si tu veux choisir un des deux. Je prendrais l'animé. Ouais. C'est purement affectif, c'est pas objectif. Maintenant, je vais rebondir sur ce que je disais à l'instant avec l'histoire des. Avec l'histoire des. De la qualité graphique qui n'est pas exceptionnelle. Ouais. Par contre, le design même des armures, l'idée, la façon dont sont enrichies les armures selon les statuts. Les armures de bronze, par exemple, du manga sont pertinentes. Le fait d'avoir le minimum de protection, c'est très très proche de ce que pouvait avoir. Et qui évolue au fur et à mesure. Un gladiateur qui s'entraînait pouvait avoir quelque chose de très simple. Et c'était connu dans la Rome antique, quelqu'un qui progressait avec des armes plus puissantes. Et on du coup, il y a une espèce de hiérarchisation comme ça au niveau du visuel qui est cohérente. Oui. Les chevaliers d'argent qui sont déjà plus protégés par certains. On prend l'exemple de Ragol encore une fois. C'est l'intermédiaire au niveau du design du manga, c'est l'intermédiaire entre la protection des bronzes et des ors. Il est plus protégé, pas autant que les ors, mais déjà plus que les bronzes. Il y a déjà cette logique qu'on n'a pas par exemple dans les. Pas du tout. Ouais. Alors, au niveau du manga, je trouve ça extrêmement pertinent. Les personnages sont plus équilibrés aussi. On n'a pas de mémoire, on n'a pas un chacal de la Vierge, il est puissant en fait, c'est pas non plus une incarnation de Dieu, je suis d'accord. C'est quand même un peu plus mesuré. Je suis d'accord. Maintenant, après, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'animé, il y a la qualité des séries d'origine. On n'a pas sur Araki, mais l'autre, graphiquement, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même très très. Je dirais pas exceptionnel, je dirais quelque chose qui va peut-être choquer les puristes. C'est très très beau en termes d'esthétique, en termes de design. C'est relativement faux en termes d'anatomie. Voilà, il y a beaucoup de. Chose que je reproche d'ailleurs à beaucoup de résines. Je fais une parenthèse, mais les résines se basent souvent sur. Tout à l'heure, on regardait des customs, tu sais, où je te montrais les parties. Canon. J'ai d'abord travaillé la partie musculaire et après je pose le tissu dessus. On regardait des sculptes en fait de mythes. Donc du coup que Lionel est en train de faire, on ne dévoile pas de secret, mais voilà, c'est pour que vous compreniez ce qu'on dit. Effectivement, comme toi, tu revois un peu les proportions, tu revois un peu les... C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui a été plus... Dans le design d'Araki, on le voit, on sait qu'il le connaissait, il l'avait stylisé au maximum, donc ça passait. Mais ce qui se passe quand une boîte fait une résine, elle n'a pas compris en fait, ou elle n'a pas compris, ou elle n'a pas voulu envisager que ça part d'une anatomie réelle, et en fait, elle stylise ce qui est déjà stylisé. Ouais. Donc à la fin, on se retrouve avec des choses qui sont extrêmement moches, je l'avais déjà dit dans ta vidéo d'ailleurs, au niveau des dynamiques. Quelque chose qui est mou, ou qui a l'air trop liquide, qui a l'air trop fluide, mais qui n'est pas l'intention de départ du dessinateur. Voilà. Alors, dans le cas de figure d'Araki, ces personnages assez filiformes, en tout cas assez élancés, avec des torses souvent assez massifs, sont des effets de style qui fonctionnent parce que ça dépend c'est comme Dragon Ball. Tu prends Dragon Ball, par exemple, quand tu regardes l'anatomie des personnages, tu vois bien que un biceps correspond à un biceps, mais si tu t'amuses à sculpter ou à reproduire comme une certaine boîte, l'anatomie Dragon Ball, tu as intérêt déjà à connaître l'anatomie tout court, parce que sinon tu vas caricaturer ce qui est déjà qui est déjà une exagération. C'est vrai que les muscles de Dragon Ball, c'est très exagéré. Et oui, mais ça reste cohérent si tu veux. Oui. Mais si tu le caricatures à l'extrait, tu vas trouver quelque chose qui est faux. Et c'est quelque chose que je vois souvent. Oui. Voilà. Alors ça, c'est juste pour la parenthèse graphique. Oui. Maintenant, au niveau de la, choisir entre l'anime et le manga, l'anime, il a quand même un avantage colossal, c'est la musique. Le support musical qui est, en termes d'immersion, absolument incroyable. Encore une fois, ça m'arrive de travailler sur une partie d'un décor et d'avoir une thématique qui correspond à cet arc-là. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Mais que ce soit le style de Shingo Araki ou effectivement la musique, les OST de Senseiya, ce sont peut-être l'une des plus belles OST de manga jamais composées. Je pense que c'est... Là encore, tu vois, c'est marrant à dire, parce qu'on dirait que cette série, c'est comme Athéna quand elle était dans le berceau. C'est-à-dire qu'elle, dès le départ, elle a tous les bénéfices du ciel. Une musique extraordinaire. Approche graphique en tout cas, ou narration absolument incroyable, pas narration mais univers absolument incroyable, des idées qui relèvent du génie, il y a des discours qui relèvent du génie, je le relève souvent parce que je suis ici du Scorpion, non mais ça aurait pu concerner n'importe quel style, ce discours qui est tenu par Milo à Yoga quand Yoga en fait décide en fait littéralement de s'en battre les couilles, parce que lui dit les chevaliers d'or, il lui dit écoute, moi je suis là pour me battre, si je laisse la peau mais
je vais jusqu'au bout. Et t'as Milo qui se tourne vers le temple du Verseau et qui s'adresse au Verseau. Hum. Et tu dis c'est à toi que je m'adresse. Alors là, quand tu mélanges la musique qui est presque de l'ordre métaphysique, hein, quand même, il y a quelque chose de particulier avec cette musique, tu sais, qui relève une espèce de mystère universel là-dedans, tu vois. On le sent dans la musique. Tu additionnes ça au discours qui, dans la traduction française, est absolument incroyable. On se croirait dans l'Iliade, l'Odyssée. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même. Là, il y a quand même des pointes comme ça, ce qu'on appelle des acmés, tu vois, dans la tradition romaine, c'est-à-dire des pics. Tu vois. Là, tu le sens, tu te dis, putain, il se passe un truc phénoménal. Ouais, ça me fait penser à une autre scène. Moi, c'est une de mes scènes préférées, c'est Bud et Sid. Donc, quand la mort enfin, quand Bud perd contre le Phénix et qu'il y a ce discours au niveau de la fraternité, de l'amitié, etc. C'est quelque chose, quoi. Et surtout, j'avais répondu à une question sur un groupe il y a quelques mois par rapport à ça. Pourquoi Asgard, enfin, parce que, en fait, tu vois. Mais là, en termes de justesse humaine, c'est fou parce qu'on appelle ça des guerriers divins, ils sont plus humains que les. Ouais. Ils sont peut-être plus humains que divins. Ouais, on va profiter de ce que tu étais en train de dire à l'instant. Donc ton arc préféré, il n'y a plus de surprise du tout. Quand des fans de Asgard se rencontrent, oui, voilà. Généralement c'est très compliqué de garder le secret. On a mon arc préféré c'est Poséidon. Ah mince, tu m'as trompé. Non. Alors du coup, quel est ton arc préféré? C'est Asgard. C'est Asgard. Alors pourquoi? On va voir si tu penses comme moi. Pourquoi Asgard? Alors il y a plusieurs raisons. Alors pour risque de surprendre pas mal de monde, c'est pas au niveau de la. Si on prend le design par exemple, mon chevalier d'or préféré c'est le bélier. Oui, ok. J'adore le personnage. C'est très rare, mais oui, ok. Attitude particulière, faux calme. D'accord. Ça correspond bien aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Capable d'être un véritable bourrin et au niveau de l'esthétique de l'armure. Pourquoi? Même chose que chez Bayan ou chez le Dragon des Mers, ce casque. Qui rappelle énormément le casque qui est juste là, tu vois. Oui, casque romain. Casque gréco-romain, c'est un casque de prétorien avec cette crête dessus. Je trouve qu'au niveau du design, ces personnages-là, en fait, ils incarnent l'époque qu'ils sont censés représenter ou l'époque à laquelle a été créée leur armure, l'Antiquité. C'est pas forcément le cas des guerriers divins, esthétiquement parlant. Ils ont des couleurs plus bariolées. On imaginerait des armures du Grand Nord plus ternes, plus froides. Oui. Dans mon esprit, ça serait ça. Il y a une chose par contre qui est propre aux guerriers divins, qui n'est pas forcément d'ailleurs, ça va faire écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux armures V1 de l'animé, c'est que ces personnages ont quelque chose d'assez. Quand on trouve chez Hades, en plus bariolé et donc en moins séduisant pour moi, mais ils ont quelque chose de très tribal. Tu prends l'exemple de Siegfried par exemple. T'as affaire à la belle gueule de service, c'est-à-dire le chevalier servant, le prince. Ouais, le dernier rempart. Oui, il est bel homme. Quoi. Oui, il est bel homme, oui. Il est bel homme, ses grands blonds, les yeux bleus, bon, ça en fait rêver. Tu le transposes dans la réalité. Je suis pas grand, merde. Putain, pas la mèche. C'est pas la mèche. Mais le truc, si tu veux, c'est quand tu prends le personnage, tu sens qu'il est noble. L'armure qu'il porte, tu sens que sa noblesse, en fait, elle vient pas de. C'est pas une noblesse achetée. Sa noblesse, elle vient d'actes, des putains d'actes de ses ancêtres. Ouais, il le porte à l'épaule, mais tu sais, comme un trophée. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a cette tête de dragon qui est posée sur son épaule, la tête de dragon dessus, tu sens que c'est lui qui a dominé Fafnir. C'est vrai qu'il est magnifique. Tu vois, tu sens que c'est lui qui a dominé Fafnir. C'est vrai. Donc, ça, son armure est magnifique, de toute façon, son design. La symétrie au niveau des bras. Je suis d'accord. T'as l'impression que l'armure, elle a été composée, on a pris le dragon, on l'a foutu dessus. Ouais. Et littéralement, c'est quasiment ça. Je trouve la même chose chez Hagen. Oui. Le bras avec la tête de cheval. Je me suis dit, mais ces mecs-là, en fait, ils sont. Ça me rappelle les V1, tu sais. Ils incarnent la chose. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ils incarnent la chose. C'est vrai. Eric avec son casque comme ça, qui pourrait être peut-être celui des nains, hein, des Nibelungen, des mondes du dessous. Je ne sais plus si c'est pas le Niflheim d'ailleurs. Dans les 9 mondes d'Asgard. Ses yeux rouges comme ça, on voit bien que c'est le monde des enfers. Ouais. Il le porte à la gueule. Ouais. Tu vois. Tu prends un personnage comme Thor, bon, il représente le serpent Jormungandr, c'est-à-dire celui qui a été vaincu par Thor et d'où le nom d'ailleurs de Thor. Hein. Tu vois, il y a encore cette analogie entre le fait que la personne qui porte le nom, c'est-à-dire Thor, a vaincu le serpent Jormungandr, mythologiquement parlant dans le Ragnarok. Ils sont allés loin comme dans le. Hein, je pense qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils sont allés aussi loin, quoique. Ce serait bien de pouvoir leur poser la question. Ouais. Mais en tout cas, il y a un écho, c'est-à-dire que lui aussi, il porte les attributs en fait de l'animal qu'il a vaincu, le Jormungandr, c'est-à-dire le serpent des mers. Bon, les deux tigres, on peut imaginer que ce sont les chats de Freya. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Oui, il faut les retenir. Mais oui. Mais le tigre, bon, le Smilodon, il n'est pas le Gondor de l'Europe, hein, mais je veux dire,
Quoique les plus gros étaient là-haut, je crois. Il y avait des 3 tailles de Smilodon, tu vois. D'accord. Petit, moyen et grand. Et je crois que ça correspond au grand. C'est-à-dire le Ils nord. ont quand même bien choisi les animaux totems, entre guillemets, enfin les deux, Oui. hein. Non, mais Voilà, ça ils ont colle. quand même bien, Ça ils ont quand même colle, bien choisi, quoi. Ça colle parce que, Ouais. ça colle parce que de toute façon, des félins, même si on n'est pas habitué à ça, des félins, on en retrouve dans la mythologie scandinave. Bon, l'étoile polaire, on va pas revenir dessus avec Hilda de Polaris. Finalement, quand tu prends Mime, pareil. Hein, Mime de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était un géant. Oui, il me semble aussi. C'était un géant. Il me semble aussi. Euh, Pour être en train de faire God of War Ragnarok en ce moment, c'est pour ça que j'aime tant ce jeu, je fais une petite aparté, c'est de retrouver aussi des fois des noms que j'ai connus grâce à Senseiya, parce qu'en fait la mythologie nordique, je l'ai découvert grâce à Asgard, moi. Voilà. Moi j'étais pas spécialement dedans, et voilà. alors figure-toi que je vais y revenir dans 2 minutes. Ouais. Vas-y. Il y avait Mime, qui est le personnage extraordinaire hein, en termes de travail de psychologie du personnage. On parle souvent de. Alors lui c'est phénoménal, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre en scène, ça je l'avais senti quand j'étais môme, à mettre en scène le premier personnage qui est tellement traumatisé par son geste qu'il arrive à se mentir à lui-même, mais au point de se faire croire qu'il n'a pas d'agressivité. C'est ça. C'est quand même phénoménal, quoi. Oui. En termes de, si on doit parler en termes plus modernes, c'est-à-dire en termes de choc traumatique, putain, lui c'est pour ça que la chaîne ça n'arrive même pas à le. Le truc, c'est que lui-même se les fait croire. Mais c'est ça. Alors qu'elle, il y a de l'agressivité. C'est ça. Je veux dire, quand Iki arrive à la déclencher, Oui. Il est agressif. Elle est pas à petit niveau. Bon. Exactement. Il est dangereux. Pas de spoiler pour une série qui est sortie il y a plus de 30 ans. oui, c'est vrai. Et si on conclut sur Fenrir, chose absolument phénoménale, c'est que Fenrir, tu as vu dans la série le lien qu'il a avec Jin et les autres loups. Oui. C'est-à-dire qu'il se prend lui-même pour un loup. Tu remarqueras quand même, et ça je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, il porte l'armure de Fenrir, donc le loup hein, qui était l'ennemi des dieux d'ailleurs, oui. Qui dévorait dont les fils dévoraient la lune et le soleil, oui. C'était les nuages chez les Vikings. Ils pensaient que c'était les fils de Fenrir qui voulaient dévorer le jour et dévorer la nuit. On peut aussi les assimiler à Geri et Freki, c'est-à-dire ces gueules béantes et l'entraille Luton, je crois. En vieux norrois, c'était les loups qui étaient de part et d'autre d'Odin, qui donnaient les restes. Mais n'empêche que c'est quand même le seul personnage qui est tellement proche de ces loups qu'il n'a pas de nom propre. Son nom c'est Fenrir. Il est devenu le loup. Et c'est pas pour rien quelque part que c'est pas un antagoniste ouvert, mais c'est un personnage qui travaille que pour restaurer le nom de sa famille quelque part, et qui fait confiance qu'à son loup. Mais c'est extrêmement propre de ce qu'on pourrait voir de Fenrir lui-même dans la mythologie, qui est un loup complètement indépendant des autres et qui se moque d'être du côté des dieux ou pas, puisqu'il est contre. C'est peut-être l'un des combats qui est le moins apprécié des fans, et pourtant, c'est peut-être l'un des combats très profond. C'est la conclusion du combat qui est ridicule. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai que la fin du combat, c'est dommage d'avoir fini comme ça. Elle est un peu téléphonée, alors que le combat lui-même, c'est pas mal. Ce côté très fauve qu'il a, cette façon de se faufiler, il est au-dessus en plus, largement. De se confondre avec son animal. Et c'est. C'était super. Pour être plus explicite, je veux dire. C'est super. La relation avec les loups et tout, moi j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. C'est un combat qui est très sanglant, très violent hein, quand même, parce que Shiryu est vraiment dominé de bout en bout du combat quasiment. Et beaucoup de gens disent du mal de Shiryu de ce combat-là, parce qu'en disant qu'il est arrogant, il est hautain, etc. Mais il faut pas. Moi Asgard, je le vois pas comme ça. Non. Mon personnage préféré, c'est Albéric. Il n'y a pas pire qu'Albéric au niveau, au niveau du. Oui, voilà. C'est vrai que c'est quand même le roi des salopards. Voilà. Quand il voit Hilda, cette scène est fabuleuse d'ailleurs. Oui. Quand il voit Hilda qui se fait posséder, en train d'être possédée avec la mine et Lungun, la première chose qu'il fait, il va pour crier de stupeur, il se retient. Oui. Quand même, le mec, il a la suite dans les idées. Mais même ça, ce simple détail, le fait que Siegfried, par exemple, le garde à l'œil, si jamais il fait quelque chose de travers ou il tente, je m'en occupe moi-même. Ouais. Il y a déjà tout ce temps. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était extrêmement humain. C'est des choses qu'on sent moins dans les autres parties dans le sanctuaire, par exemple. Mu qui reste très indépendant de ce qui se passe à côté, qui laisse faire le cours des choses. Hein. Je l'ai vu récemment, je sais plus quelle vidéo, mais c'était juste en fait. Il laisse faire lui laisse faire le cours des choses. Le taureau qui attend de savoir, Milo qui attend de savoir, la Vierge qui se trompe et finalement qui revient sur ce qu'elle croyait savoir, ce qu'il croyait savoir chacun. Dans Asgard, non, il y a quand même une espèce d'interrelation, il y a une interconnexion qu'on sent entre les personnages, qu'on ne sent pas non plus dans Poséidon. Oui. À part peut-être avec Canon et les événements donc. Ouais. Isaac et Yoga peut-être. Hein. Oui. Voilà. Mais ça reste rare. Oui, je suis d'accord. Dans Asgard, par contre, les ramifications y sont. Tu te rends compte qu'un épisode filler a mis un peu à l'écart Poséidon, enfin moi c'est mon ressenti à moi, quand Poséidon est arrivé, Asgard était tellement bon, moi je trouve au niveau de l'écriture, au niveau du charisme, que Poséidon derrière on s'est dit mais en fait c'est du sous Asgard quoi. Le problème de Poséidon aussi c'est que c'est... Enfin ça promet beaucoup de choses, ça tient pas toujours ses promesses. Quand on voit Baïen au départ, quand il fait l'attaque
Elle est magnifique. La plus belle attaque peut-être. Une des plus belles attaques, ouais. Ça veut vraiment dire je viens de t'éclater. Oui, oui. On le sent, tu vois. Il touche le sortir de la surface de l'eau et tac. Et il y a ça, ça retombe comme un soufflé au fromage juste derrière, c'est-à-dire que il le bat en un épisode. C'est redescend, il a compris qu'il faisait comme ici, puis c'est parti. Bon. Allez, c'est fini pour cette première partie d'interview, on aura le droit à la deuxième, et là on va s'intéresser du coup justement aux phases de création de mon diorama. Donc vous voyez ici, on voulait vous montrer vraiment les premières parties et comment en fait Lionel me montrait au fur et à mesure ce qu'il faisait sur le diorama. Et ça c'était quand même très très intéressant pour moi parce que je pouvais suivre à distance ce qu'il faisait. La conception au fur et à mesure, que ce soit des murs, que ce soit du diorama en lui-même, c'était vraiment super important pour moi de pouvoir suivre ça à distance et de pouvoir du coup voir ce qu'il faisait et pouvoir corriger si jamais il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Là on voit effectivement les améthystes, comment Lionel travaillait au fur et à mesure. Il faut savoir qu'on avait un timing assez serré pour pouvoir faire tout ça. Voilà. Ici, c'est lui qui a eu l'idée, effectivement, de mettre l'arbre avec les esprits de la nature dessus. Élément très important de mon diorama, puisqu'effectivement, il fallait absolument que Albéric ait un coin à lui. Ici, on voit que la conception de l'arche, c'était vraiment une nécessité pour moi. C'était vraiment une demande de ma part. Je voulais vraiment qu'il y ait une arche et des murs détruits, pas loin du diorama et qui surplombait un peu le diorama. C'était vraiment une demande de ma part qu'il a fort bien exécuté. Ensuite, voilà, on voit au fur et à mesure, il me montrait les sous-couches, les couches, l'incrustation de la neige. Le but était effectivement, parce que ça devait rentrer dans une besta, donc il a pris toutes les mesures bien entendu. Voilà, là c'est effectivement la sous-couche pour pouvoir derrière peindre comme il faut ce magnifique diorama. Effectivement, je peux juste vous dire qu'au fur et à mesure quand je recevais ça, du coup je disais waouh, la fin va être folle. Et donc vous voyez effectivement de temps en temps il m'envoyait quelques petits teasings. Alors je lui demandais notamment vers la fin de ne plus rien m'envoyer. Je voulais vraiment avoir la surprise. Donc il ne m'envoyait que des petits teasings comme ça avec notamment là le fond peint avec l'épaulette de Siegfried. Pareil là, il m'envoyait vraiment que des petits éléments de façon à ce que ça me crée un peu l'attente. Mais derrière, voilà, je voulais vraiment arriver et être ébloui parce que je savais le travail que faisait Lionel. Donc vous voyez, chaque fois on avait des étapes comme ça. Alors ça, ces étapes-là, il me les envoyait après. Je ne l'ai jamais vu comme ça avant de le voir en vrai. Jamais. Donc je peux vous assurer que j'ai eu quelques frissons à la découverte du diorama. Et notamment, j'ai eu 2 ou 3 frissons dans ma vie de collectionneur. Celle-ci en fait partie, je suis honnête avec vous. Vous voyez la nuance de couleur, vous voyez vraiment le travail de fou qu'il a fait. Moi, je trouvais, c'est des couleurs en plus que j'affectionne tout particulièrement. L'arbre d'Albéric, effectivement aussi, c'était important pour moi, dans le sens où les yeux de la nature, etc. Vu que c'était un personnage c'est un personnage, mon personnage favori, qu'il lui fallait absolument, de toute façon, un coin à lui. Et comme vous pouvez voir là, Lionel a eu une super idée sur ses améthystes, et notamment de faire une réverbération des améthystes sur le mur de derrière, avec de la peinture. Il a vraiment fait un effet comme ça, et ça, je suis honnête avec vous, c'est quelque chose qui rend le diorama unique. Voilà, là vous avez une vue du coup de l'arbre des améthystes. Donc c'est quand même le coin d'Albéric est quand même ultra bien fait. Et vraiment on est sur de la qualité de peinture. Je peux vous assurer que la peinture elle ne s'écaille pas ou quoi que ce soit. Ça effectivement c'était les essais du fond de forêt de nuit d'Asgard, puisque effectivement rien de plus beau que Asgard la nuit. Donc voilà, il nous a fait du coup des arbres de forêt avec la cime des arbres, des étoiles, un ciel étoilé. Il ne pouvait pas faire quelque chose qui colle aussi bien avec son diorama que ça. Donc voilà, on a des petites photos comme ça où on voit effectivement les étoiles
les étoiles. Là, on est dans le coin du coup de l'arbre et de l'arche, avec le ciel étoilé. De toute beauté, hein, bien entendu. Mais comme je vous dis, moi, tout ça, je ne le voyais pas. Mes collègues de la Senseiya Squad, bien sûr, eux étaient au courant. Mais moi, du coup, je n'allais pas sur le groupe exprès pour ne pas me faire spoiler cette magnifique œuvre d'art, qui pour moi est une œuvre d'art. Et bah voilà, après derrière, hein, bah voilà, c'est quand c'est arrivé à la maison, ça. Je vous montre hein, quelques photos bah, de mon exposition. Entre-temps, il y a des choses qui ont un peu changé, parce que là, c'était effectivement la première exposition hein, que vous avez vue dans ma vidéo, hein, vous voyez, avec la grande ours hein, et l'étoile d'Hilda. Vous voyez ça, mais entre-temps, bon, quelques éléments ont changé, pas grand-chose, mais des ajustements au niveau des personnages, au niveau de Bud et de Sid notamment, et au niveau du coup de Sorrento, je lui ai enlevé la cape, puisque la cape plastique, je trouvais ça pas élégant du tout. Voilà, il y a les cuissardes de Thor qui ont été remises, la position de mime a été un peu ajustée également, mais voilà, c'était important de vous mettre les photos du moment où j'ai reçu ce beau diorama. Voilà, j'ai voulu vraiment faire donc du coup aussi un posing de Siegfried, bah, du coup emblématique pour moi. Voilà, je voulais pas faire un posing comme les autres. Voilà. Et voilà les amis, alors, c'était pas fou quand même déjà cette première partie d'interview, moi j'ai trouvé ça super, d'échanger déjà avec lui. Alors effectivement, avec Lionel on parle beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai énormément de rush de vidéos, je pouvais pas tout mettre dans une vidéo, déjà cette vidéo là est déjà assez longue, et la deuxième sera à peu près du même format. Voilà, mais ça vous permet de mieux découvrir cet artiste qui nous fait des trucs extraordinaires, faut être honnête, et moi je suis très content d'avoir un diorama de Yodin chez moi, et en plus c'est un gars super, donc c'était, on a allié du coup l'utile à l'agréable comme on peut dire. Allez, rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça dépendra de mon planning pour la partie numéro 2, c'était Aiolos Devi, et restez connectés, d'autres vidéos arriveront sûrement dans le mois de février. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。